Essayez de faire avant d'attaquer directement les exercices. Normalement, la fois dernière, avec mon collègue, vous aviez terminé la propagation dans un guide coaxial, vous aviez terminé l'exercice. Je vais simplement essayer de représenter le contexte, d'essayer de vous redonner, alors pas forcément le formalisme, mais d'essayer de vous expliquer pourquoi vous faites cette matière, pourquoi c'est important de faire des trucs un petit peu plus compliqués que ce que vous faisiez jusqu'à présent, au moins pour que vous saisissiez l'utilité de tout ce module-là et que derrière vous disiez pas ça sert strictement à rien. Alors oui, c'est mathématique, très mathématique d'ailleurs. C'est assez nouveau, c'est assez compliqué, mais vous allez comprendre. Enfin, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est nécessaire. Maintenant, si dans mes explications, il y a beaucoup de redondance avec ce qu'on vous a déjà expliqué précédemment, donc notamment en TD, surtout vous me le dites, histoire que je ne perde pas forcément 20 minutes ou 25 minutes à vous expliquer un truc que vous avez déjà eu peut-être mieux d'ailleurs. Donc voilà, c'est interactif. S'il y a des questions, il faut m'interrompre, il ne faut pas hésiter. J'espère que vous voyez le partage d'écran. Normalement, je partage ma tablette en même temps. Et bon, on va essayer de procéder comme ça. Et une fois qu'on aura les choses au clair, on va s'attaquer à l'exercice parce que d'ici un quart d'heure ou 20 minutes, on va déjà écrire quelques équations qui ne seront pas très compliquées, mais il faut au moins comprendre pourquoi on les écrit. Alors, je vais au moins essayer de réexpliquer le contexte de toute cette étude-là. Et puis, je vais essayer de mettre à votre place quand vous étiez en TP cette année ou l'année dernière et qu'on vous demandait de prendre un GBF, de mettre, allez, on va dire 3 kHz dessus par exemple, de générer une sinusoïde à 3 kHz. Et puis vous mettiez quoi dedans? Vous mettiez éventuellement une résistance à un moment donné, un condensateur. Ça, c'est quand vous faisiez les filtres RC par exemple. Pour aller d'un bout à l'autre, donc vous sortiez du générateur, vous mettiez un câble, qui était certainement un câble coaxial, pour aller jusqu'à la résistance. De la résistance au condensateur, vous mettiez peut-être un petit câble banane comme ça, et puis éventuellement un câble sur votre coax. D'ailleurs, il y avait déjà le retour de courant, mais c'est pas grave, on fait comme s'il y en avait un deuxième qui revenait vers le moins. Donc ça, c'est une condition TP. Le montage le plus bête qui soit avec un R et un C, on vous demandait d'écrire des lois d'Ohm, d'écrire des équations différentielles, etc. Et vous le faisiez. Vous le faisiez, et ce que vous vous disiez, c'était la chose suivante, c'était la tension qui est ici, au même titre que la tension qui est là. Donc la tension bande du câble, elle vaut 0. La tension bande de mon fil, cette tension-là, vous vous disiez aussi, jusqu'à présent, cette tension vaut 0. Alors c'est vrai si la résistance du câble est très faible, ce qui est tout le temps le cas, et c'est vrai dans les conditions de l'exercice. Alors pourquoi maintenant on se dit plus V égale 0? Pourquoi maintenant on est obligé d'écrire des équations compliquées? Pourquoi on vous dit que la loi d'Ohm n'est pas tout à fait vraie lorsqu'on essaie de la prendre le long d'un câble? C'est là où il faut essayer de comprendre quelque chose qui est là pour le coup un petit peu nouveau. C'est que vous vous disiez l'année dernière en TP, enfin vous ne le disiez pas, je pense qu'on ne vous l'a jamais expliqué comme ça, que vous injectez un signal qui a une fréquence de 3 kHz dans un fil. Si vous injectez un signal de 3 kHz, ça veut dire que vous injectez une onde. Il y a une onde sinusoïdale à un moment donné à 3 kHz qui est en train de se balader quelque part. Cette onde, on va faire comme si elle se propageait à la vitesse de la lumière. C'est une onde électromagnétique. Je ne suis pas très loin de la vérité. Peut-être il y a un rapport 2 entre la vérité et puis ce que je suis en train de vous dire là. 3,18 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse de la lumière. Ce qui fait qu'elle a une longueur d'onde qui lui est propre, qui vaut V sur F. Donc ça, normalement, jusqu'à présent, les formules ne sont pas des formules trop compliquées à comprendre. C'est-à-dire que la longueur d'onde qui est véhiculée pour vous en TP, sur tout ce que vous faisiez jusqu'à présent, ça fait 1 10 puissance 5. 1 10 puissance 5, ça fait 100 km. Donc en fait, il y avait déjà de la propagation quand vous faisiez du TP l'année dernière. C'est juste que l'onde qui se propageait dans votre câble, sa longueur d'onde, elle faisait 100 km. Donc en gros, entre ici et le sud du département, quoi. Et vous aviez un petit câble de 50 cm que vous utilisiez en TP, et vous voyez que 50 cm, comparativement aux 100 km de la longueur d'onde, c'est rien du tout. C'est-à-dire que localement, si vous regardez ce qui se passe sur des tout petits tronçons, vous disiez quoi? La tension bande de mon fil, elle est nulle. La tension bande de mon fil, elle est nulle. Effectivement, vous voyez que les potentiels sont constants ici.
C'est comme si vous faisiez un développement limité sur un tout petit bout de sinusoïde et quand vous faites des zooms, de zooms, de zooms, donc si je regarde ce qui se passe là, bah, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Puis si je zoome sur ça, bah, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Et puis au bout d'un moment, quand je fais des zooms, bah, j'ai une évolution qui est constante. C'est-à-dire que la tension bande de mon fil est nulle. Et c'est pour ça que vous disiez ça, parce que vous fonctionniez à 3 kHz. Je vais faire pareil maintenant, mais en bleu. Imaginons maintenant que vous fassiez le même TP, ça n'aurait pas de sens, mais c'est pas grave, et on vous demande d'injecter un signal Wi-Fi à 3 GHz. Bon, c'est pas vraiment 3 Go le Wi-Fi, c'est 2, 4 ou 5, mais c'est pas grave, pour les calculs, ça va bien marcher. Donc si maintenant le signal vaut 3 GHz, on est à 3,19, on va trouver 0,1 cette fois-ci, ou 10 puissance moins 1, c'est-à-dire qu'on va trouver 10 cm à la fin. Donc ça, je vais l'enlever. Donc sur votre câble de TP, maintenant, la longueur d'onde, c'est 10 cm. Vous voyez que la tension, si je la mesure ici, et si je la mesure là, enfin les potentiels, si je les mesure là et là, maintenant la tension est plus forcément nulle aux bornes du fil. Parce qu'il y a une onde qui se propage à l'intérieur et j'ai pas le droit de dire que je vais faire comme si elle s'y propage pas. La tension dépend fortement de la position où vous allez être dans le fil. Du coup, le courant aussi va dépendre fortement de la position où vous serez dans le fil. Et du coup, l'impédance va dépendre aussi de l'endroit où vous serez dans le fil. Donc, ce qui va faire la différence entre ce que vous voyez en TP jusqu'à présent, c'est-à-dire U égale RI, la tension bande d'un fil égale 0, et ce que vous voyez maintenant, c'est quoi? C'est cette notion de propagation. L'onde se propageait déjà avant, sauf que on ne vous l'expliquait pas, parce que ce n'était pas à prendre en considération. La longueur d'onde balance 100 km, les câbles faisant 50 ou 100 cm, bah, vous voyez que les aspects de propagation, on s'en moquait complètement. Maintenant, la longueur d'onde devient équivalente ou est du même ordre de grandeur que les dimensions du circuit. Il faut prendre en considération les effets de propagation. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est si la longueur d'onde du signal est comparable aux dimensions du circuit, alors on doit considérer qu'il y a propagation. Et du coup, il faut adapter le cadre mathématique. Et c'est ce qu'on fait là dans ce module. Ça va jusqu'à présent? Vous saisissez ce que je raconte? Oui. Oui, ça vous semble évident? Le but, c'est que ça vous semble évident. Du coup, sur le graphique, c'est la tension en fonction du temps. Lequel? Celui-là? Oui. Non, ça c'est la distance, hein. Là, j'ai représenté une longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est Oui, spatial. oui, d'accord, oui. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, en un point A, vous allez avoir un potentiel de 0 volt, puis un potentiel max, puis un potentiel qui sera 0, un potentiel qui sera négatif, un potentiel qui va revenir à 0. Si vous regardez, si vous faites un zoom là-dessus, vous allez considérer que tous les potentiels sont constants. Si tous les potentiels sont constants, c'est-à-dire que la tension est nulle. Et c'est ce que vous faites en TP. Alors, maintenant, on sait que lorsqu'on augmente la fréquence, la longueur d'onde diminue. Si la longueur d'onde diminue, à un moment donné, elle va devenir comparable aux dimensions du circuit. Si elle devient comparable aux dimensions du circuit, il va y avoir des effets de propagation. Est-ce que vous avez en mémoire une matière ou on va dire une espèce de sous-matière de la physique dans laquelle vous avez parlé de propagation? L'optique? Ouais, dans l'optique. Donc, on va faire exactement ce que vous avez fait en optique. Donc, en optique, vous considériez qu'il y avait des rayons lumineux qui se propageaient dans des espaces. Les espaces étaient caractérisés par ce qu'on appelait des permittivités diélectriques, epsilon 1. On pouvait calculer tout un tas de trucs, et on pouvait aussi calculer tout un tas de trucs lorsqu'on considérait qu'une certaine puissance optique se propageait d'un milieu 1 vers un milieu 2, ces milieux étant caractérisés par des epsilon différents. Il se passait quoi ici à l'interface quand on considérait qu'il y avait de la propagation? En optique, vous disiez quoi? Qu'est-ce que vous calculiez? Une diffraction?
Ouais, il y avait une partie qui passait par là, ce qu'on appelait la réfraction, et une qui revenait par là, qu'on appelait la réflexion. Réfraction ou transmission, si vous préférez, et réflexion. Et ça, c'était l'onde incidente. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une partie de l'onde qui était réfléchie et que la totalité de la puissance lumineuse passait pas du milieu 1 au milieu 2? La différence de matériaux? Ouais, c'est ça. Donc, si j'injecte 1 watt, je pouvais récupérer que 0,8 ici, par exemple. Il y en avait 0,2 qui était réfléchi de l'autre côté. Ben, en fait, en électromagnétisme, et dans ce qu'on va faire, c'est exactement pareil. Imaginons qu'on ait un amplificateur, puis un câble qui va amener le signal de l'amplificateur vers le montage suivant, qui peut être un filtre. Puis encore un câble qui va éventuellement emmener le signal vers une antenne. Donc l'antenne, je vais la mettre comme ça. On va recevoir, on va amener le signal avec un câble jusqu'à un amplificateur, etc. Donc ça, je suis en train d'essayer de faire le synoptique d'une chaîne d'émission-réception. Ça, c'est l'émission. Ça, c'est la réception. Il y a des tas de trucs avant, des tas de trucs après, mais je m'en moque. Ici, c'est pas ce qui est important. Je suis en train de véhiculer des signaux qui sont à haute fréquence, qui seront encore à plus haute fréquence quand il y aura la 5G, voire la 6G derrière. Il y a des bandes qui sont en train de s'ouvrir autour de 35 gigas, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment de la haute fréquence. S'il y a de la haute fréquence, il y a de la propagation. Donc, il y a un certain signal qui se propage avec des sinusoïdes dans les câbles. Il va rentrer, il sera amplifié par l'amplificateur, il va se propager là-dedans. Vous voyez qu'ici, j'ai un changement de milieu. J'étais dans un câble, je me retrouve dans un ampli. Puis j'étais dans un ampli, je me retrouve dans un câble. Puis le signal était dans un câble, se retrouve dans un filtre. À chaque fois ici, j'ai des changements de circuit électronique, au même titre que j'avais des changements de matériaux en optique. Potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer quand j'ai un changement de milieu ici, sur la puissance que j'injecte? Une atténuation? Il peut y avoir une réflexion et du coup, je vais récupérer qu'une certaine partie. Puis celle-là, ça peut se réfléchir, là, ça va pouvoir se réfléchir. Et vous vous doutez que si vous injectez 1 watt et qu'à la fin, vous envoyez 0,1 watt, c'est peut-être que votre chaîne d'émission n'est pas forcément optimisée. En optique, vous faisiez comment pour que l'intégralité de la puissance lumineuse passe du milieu 1 au milieu 2? Il fallait quoi comme condition? Sur les epsilon. Alors, je suis en train de regarder le chat en même temps. Désolé. Alors, l'angle nul, oui. Mais là, ce sera pas. Ou le même milieu. C'est le même milieu qui m'intéresse, en effet. La seule solution pour que toute la puissance que vous injectez dans le premier milieu se retrouve dans le deuxième, c'est que les epsilon soient les mêmes, pour pas qu'il y ait de réflexion. Ben, en électronique, ce sera pareil, sauf qu'on ne compare pas des epsilon, on compare des ZC, ce que vous avez appelé la semaine dernière des impédances caractéristiques. Donc votre amplificateur a une certaine impédance caractéristique, votre milieu ou votre câble a une certaine impédance caractéristique, le filtre a une certaine impédance caractéristique, votre antenne a une certaine impédance caractéristique. Et si on veut que tout le message passe du point A au point B, il faut faire en sorte qu'il y ait une adaptation des impédances caractéristiques, tout comme en optique. Il faut essayer d'adapter les permittivités. Donc l'impédance caractéristique, c'est ça. Oubliez l'idée de prendre un ohmmètre et de mesurer l'impédance caractéristique. Ça n'a pas de sens. Donc si vous, dans votre tête, l'impédance caractéristique, c'est un truc mesurable, si moi je vous donne un câble coaxial comme vous en avez en TP de 50 cm, et que je vous dis son impédance caractéristique c'est 50 ohms, vous ne retrouverez pas 50 ohms en mesurant avec un mètre l'extrémité. Vous allez trouver 0 puisqu'il y a très très peu de pertes. Et ce sont vraiment des choses qui sont liées à la géométrie des impédances caractéristiques. Donc à ce qu'il y a à l'intérieur, aux matériaux et à la géométrie. Donc dans cette notion d'impédance caractéristique, on retrouve plus ou moins le epsilon de la propagation en électromagnétisme ou en optique. Donc potentiellement, il y aura de la réflexion. C'est ce que je vais écrire ici. Alors, si on considère qu'il y a propagation d'un signal, ça veut dire que potentiellement, il y aura de la réflexion. Ce sont deux notions qui sont liées, tout comme en optique. D'où le nouveau cadre
le nouveau cadre mathématique. Et c'est là où je vais commencer à faire un petit peu de mathématiques, un petit peu d'équations. Ça ne va pas forcément vous plaire, mais au moins on va comprendre d'où ça vient. Je vais reprendre un câble coaxial, comme vous en aviez en TP. Et puis, je sais qu'il y a une onde qui vient de la gauche et que je propage vers la droite. Cette onde, elle est comme ça. Je vais essayer de trouver ce que vaut le potentiel en n'importe quel endroit. Donc, pour moi, le sens de propagation de l'onde incidente, c'est vers les Z croissants. D'accord? Et 0, pour moi, je vais le mettre ici. C'est là où potentiellement je peux mettre un récepteur, une résistance ou autre. Je peux mettre ici un récepteur. Ça peut être une antenne, par exemple. Donc, en n'importe quel point, je vais mettre ici, ici ou ici, ce que je sais, c'est quoi? C'est que j'ai eu une onde qui était une onde incidente. Je suis en train de la repasser. Elle arrive sur un récepteur. Cette onde se propageait dans un milieu qui avait par exemple une impédance qui s'appelait ZC. C'est son impédance caractéristique. Et puis au bout d'un moment, elle débite sur un truc qui s'appelle ZR. C'est-à-dire qu'elle se propageait dans un certain milieu. On lui demande d'aller vers quelque chose qui est différent. Au même titre que du epsilon 1, on lui demandait d'aller vers un milieu epsilon 2, il va se passer quoi? Ben, si, il y a une partie de l'onde qui va être réfléchie parce que je n'ai pas une adaptation des ZC. Donc j'ai une partie de l'onde qui sera réfléchie et qui va revenir dans ce sens-là. Donc la première était incidente, la deuxième est réfléchie. Ça, c'est l'onde incidente, ça, c'est l'onde réfléchie. Qu'est-ce que je peux dire de la tension ou du potentiel en n'importe quel point, du coup, selon vous? Si là, j'ai dessiné les ondes de potentiel, qu'est-ce que je vais pouvoir dire en n'importe quel point? Exactement, ça sera la superposition entre mon onde de potentiel incidente, qui s'écrit comme ça, que j'ai envie d'écrire comme ça, avec une certaine quantité VI à l'origine, et d'une onde qui sera réfléchie avec une certaine quantité VR, qui sera le module de cette onde-là, en plus gamma R. En termes de courant, ce sera exactement pareil. Mon courant, ce sera la superposition entre un courant incident et un courant réfléchi. Alors là, la petite question, en gros, tout vient de là. Si vous savez expliquer ces deux équations-là, il y a 80% de votre cours que vous allez pouvoir retrouver via ces deux équations-là. C'est-à-dire, je pense que vous avez déjà vu les notions de coefficient de réflexion, les notions de taux d'onde stationnaire là, avec le TOS, les formules d'impédance ramenée avec les tangentes hyperboliques, les trucs un peu compliqués là. En fait, tout ça, ça vient de ces deux équations-là. Ce qu'il faut bien retenir, donc là, c'est que ça, c'est l'onde incidente, ça, c'est l'onde réfléchie, et il y a réflexion parce que mes deux impédances ne sont pas les mêmes. Hein. L'onde se propage dans un milieu et débite sur un autre. Qu'est-ce qui me permet de dire, ou qu'est-ce qui vous permettra, vous, de retrouver que l'onde incidente étant moins gamma Z et l'onde réfléchie étant plus gamma Z? Est-ce que vous avez une idée? Le sens, non? Alors, c'est pas que le sens, enfin, le sens, oui, c'est lié au fait que le Z soit comme ça. Mais là, mon onde se déplace vers les Z croissants, du coup, l'onde incidente. Pourquoi est-ce que je mets un moins néanmoins? Qu'est-ce qui pourrait se passer si j'avais un plus? On va poser la question comme ça. Les Z sont en train de croître. Hein. Mettez-vous, imaginons que vous soyez en zéro. Vous représentez l'onde, vous êtes en zéro et vous vous déplacez vers des Z de plus en plus grands. Il se passe quoi si l'exponentielle qui gère votre comportement, en gros, c'était une exponentielle plus gamma Z? L'amplitude pourrait croître exponentiellement, en fait, ce qui n'est pas possible. D'accord? Une onde, elle ne peut être qu'atténuée. Si l'onde ne peut être qu'atténuée, ça veut bien dire que pour des ondes qui se déplacent de la gauche vers la droite,
elles seront en exponentielle moins gamma z. Au même titre que des ondes qui vont se déplacer de la droite vers la gauche, elles seront, elles, en plus gamma z, parce qu'elles ne peuvent pas être amplifiées. On est dans un milieu passif, hein, c'est une structure de propagation, c'est de l'air, si vous voulez, ou simplement un câble. Il n'y a pas d'effet amplificateur, il n'y a pas de croissance, donc il peut y avoir que de l'atténuation. Et c'est pour ça que j'ai un moins sur l'onde incidente et un plus sur l'onde réfléchie. Et si vous avez compris ça, là, on va faire des maths maintenant pour essayer de redémontrer 2 ou 3 petits trucs. Et ces 2 ou 3 petits trucs vont nous servir énormément à pouvoir répondre aux questions des 2 exercices suivants. Alors, on va réécrire tout ça. Si c'est pas clair, vous m'interrompez, hein. On réécrit ces équations. Sous la forme. Alors la première, je ne vais pas la toucher, j'aurai l'habitude de ne pas la toucher d'ailleurs. Elle est assez simple, ça m'arrange bien qu'elle le soit. Donc une onde incidente, une onde réfléchie. Alors vous allez voir, j'ai oublié les 3/4 du temps les petites barres en dessous des complexes. Alors, je me couvre en disant que je vais l'oublier. On part du principe que tout est complexe. Donc, comme ça, si j'oublie une barre, c'est pas très grave. Et c'est pas parce que dans un de mes TD à moi, c'est pas parce que vous voyez pas une barre sous une quantité qu'elle n'est pas complexe, hein. Donc, on fera attention à ça. Et puis on va essayer de regarder maintenant ce que vaut le courant. Et puis je vais regarder un petit peu ce terme-là, par quoi je peux le remplacer. J'ai envie de remplacer II en faisant intervenir VI, parce que là j'ai 4 paramètres pour 2 équations, j'ai VI, VR, II, IR, ça me plaît pas trop. Moi ce que j'aimerais c'est avoir que VI et VR. Par quoi vous allez remplacer II et par quoi vous allez remplacer IR? Quelle est la relation qui lie VI, la tension incidente, et II, le courant incident? On a une tension, on a un courant. Plus sur ZC? Oui, tout à fait. Donc c'est une onde qui se déplace dans un milieu d'impédance caractéristique ZC, donc VI et I sont liés par la quantité ZC, donc c'est VI sur ZC. Tout à fait. Exponentielle moins gamma Z. Alors qu'est-ce qui va lier les quantités VR et IR? C'est l'onde réfléchie, elle est réfléchie dans un milieu d'impédance caractéristique ZC, et donc vous allez me dire c'est VR sur IR. Est-ce que ça vous va si j'écris ça? Pardon, VR sur ZC, excusez-moi. Est-ce que ça vous va si j'écris ça? Mais du coup, il n'y a pas la dépendance en fonction de ZR? Si, le but c'était que vous me disiez non, ça nous va pas. Donc ça ne doit pas vous aller normalement. Alors pourquoi ça ne doit pas vous aller? Parce que il y a une chose à laquelle il faut faire extrêmement attention et c'est ce qui conditionne tous vos résultats suivants, et c'est pour ça que je vais le mettre en rouge. C'est que maintenant je vais avoir un moins ici. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors ça c'est mon câble. Ça c'est ma tension incidente. Regardez, la tension se promène de la gauche vers la droite. Là elle est dans le milieu d'impédance caractéristique ZC. Et elle débouche sur un ZR. Elle va faire quoi? Elle va se réfléchir. Il y a une partie qui va se réfléchir et elle va faire ça. Je vais faire pareil pour le courant. Le courant, il est injecté de la gauche vers la droite. Il se promène dans ce sens-là. Il arrive, il bute sur ZR. Une partie est absorbée par ZR, mais une partie est réfléchie. La partie qui est réfléchie, c'est une petite flèche en pointillé là. Elle sera comme ça. Et c'est là où il est important de comprendre que si pour moi la loi d'Ohm est positive dans ce sens-là, vous voyez que ma tension pointe vers le haut, le courant va de gauche à droite, et je dis que ça en gros c'est U égale RI. Bah, si maintenant je regarde ce qui est réfléchi, vous voyez que la tension pointe toujours vers le haut, mais maintenant le courant se déplace de la droite vers la gauche. Donc si je veux faire la loi d'Ohm avec ces conventions-là, maintenant je dois prendre U égale moins RI. Vous comprenez d'où vient le signe moins? Ça passe? Oui. Oui? Bon, très bien.
Et bien maintenant qu'on a ça, je pense qu'on peut essayer de se débrouiller. On va directement attaquer le premier exercice. Et on aura encore d'autres développements mathématiques à faire, mais ce que je vous demande en gros, c'est d'essayer de comprendre. J'aimerais qu'à l'issue de ce TD-là, vous vous disiez finalement, il a raison, le prof, il n'y a que ça à savoir. Je vais vous le montrer après, hein. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste on va manipuler ces deux équations-là. Il y aura des nouvelles définitions, on va faire intervenir un certain nombre de nouvelles choses, mais mathématiquement, tout va découler de là. On va aller attaquer l'exercice, qui pour moi est donc de notion d'impédance ramenée. Et l'exercice 1. Donc, je vais me contenter dans un premier temps de recopier ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, c'est la chose suivante. On vous dit qu'il y a un signal qui va se propager dans une ligne qui fait 10 mètres. Donc, le signal, je vais considérer qu'il se déplace de la gauche vers la droite. Cette ligne, elle a une impédance caractéristique de 500 ohms. Dans votre tête, si impédance caractéristique, c'est toujours pas très clair, parce que vous savez toujours pas à quoi ça correspond physiquement parlant, vous n'avez qu'à vous dire son epsilon, en gros, c'est 500. Donc, votre signal se déplace dans un milieu dont le epsilon vaut 500, dont l'impédance caractéristique vaut 500 ohms. Elle se déplace sans perte, parce qu'on vous dit que alpha est égal à 0. Elle se déplace avec une certaine constante de phase, donc qui vaut, ici c'est dans l'énoncé, je rappelle que ces deux quantités-là se retrouvent dans la constante de propagation. Gamma, c'est alpha plus j bêta. Le fait que alpha soit égal à 0, ça veut dire qu'on est sans perte. Sans perte d'énergie, sans perte de puissance. Donc le alpha ici, ce sont les pertes. Le bêta qui est là, c'est ce qu'on appelle la constante de phase. Et le gamma ici, c'est la constante de propagation. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? On sait qu'à un moment donné, l'onde que j'ai injectée qui est en train de se promener le long de cet axe-là ou le long de cette ligne-là, qui fait 10 mètres, eh bien, elle arrive sur une impédance ZR qui vaut 2000 plus J1000 ohms. Et que, comme on est au niveau du récepteur, on a accès au courant, on peut le mesurer, on l'a mesuré, et ce courant vaut 0,0341 exponentielle. Alors vos profs se sont lâchés là sur les valeurs. Moins 45,166 degrés ampères, ce sont des ampères. On va vous demander de calculer la tension à l'entrée de la ligne et le courant à l'entrée de la ligne. Bon, on va essayer de réfléchir à la façon dont on peut procéder pour aller calculer tout ça. Et la première chose à faire, pour moi, ça sera d'aller réécrire ce que j'ai mis au-dessus. Ça vous permettra, vous, de le réécrire encore une fois. Il faut que l'écriture de au moins de ces deux équations-là devienne un automatisme. I, je vais le marquer comme ça, ZC IZ est égal à VI exponentielle moins gamma Z moins VR exponentielle plus gamma Z. Ce sont les mêmes équations qu'au-dessus, hein. D'accord, j'ai juste passé le ZC de l'autre côté, mais ce sont rigoureusement les deux mêmes. Et on va essayer de comprendre comment on peut bidouiller ça. Alors, on a deux équations. La première est censée nous dire quelle vaut la tension en n'importe quel point de la ligne. La deuxième, ce que vaut le courant en n'importe quel point de la structure de propagation. On voit que grosso modo, il y a des exponentielles qui interviennent, et puis surtout, il y a deux quantités que j'aime pas, moi. Lui et lui, je ne sais pas ce que c'est. C'est un certain coefficient qui est à l'origine de l'onde incidente, un certain coefficient qui va venir pondérer l'onde réfléchie. Mais physiquement parlant, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas mesurable. Moi, j'aimerais bien remplacer ça par des trucs mesurables. Mettez-vous dans des conditions réelles. À quoi vous avez accès quand on a une structure de propagation, une onde qui se propage?
ça serait bien de se placer où pour essayer de faire des mesures? Imaginons que vous avez un appareil de test, un appareil de mesure, vous pourriez vous placer où le long de la ligne? Où est-ce que ce serait facile de faire des mesures? Par rapport à la masse, Mais où? Physiquement parlant, où ça? le générateur. Regardez, imaginons qu'il y a Orange qui vous envoie ou SFR qui vous envoie de l'information, ça transite dans de la fibre sur 200 km, ça arrive chez vous et vous avez envie de regarder ce qui se passe un petit peu du point de vue de la transmission. Vous allez avoir accès à quoi? Avec votre appareil de mesure, vous pourrez mesurer où? Est-ce que vous pensez que vous pourrez mesurer en déterrant la fibre qui est 2 mètres sous terre ou qui est suspendue à 20 mètres au-dessus? Ou est-ce que c'est plus facile d'avoir accès au récepteur? Bon, la réponse, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès au récepteur. Donc, au niveau de la charge, tout à fait. Donc, on aura plus facilement accès aux informations qui sont au niveau de la charge. Alors, mathématiquement parlant, pour moi, du coup, le zéro, ça sera la charge. C'est moi qui décide de faire ça. J'aurais pu mettre le zéro directement au niveau de l'émetteur. Moi, je décide que mathématiquement parlant, ma nomenclature, mes spécifications, comme en cours d'ailleurs, ce à quoi vous avez accès, ça va correspondre au point zéro de votre propagation. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau de la charge. On se place au niveau de la charge. L'idée, c'est de se dire peut-être qu'au niveau de la charge, je vais avoir accès à un certain nombre d'informations et que ce VI et VR que je ne comprends pas trop, là, je vais peut-être pouvoir l'exprimer différemment. Donc, je ne vais pas parler de ça, je vais parler du récepteur plutôt. On parle plus de récepteur dans vos TD. Donc, on va se passer au niveau du récepteur et on va écrire en Z égale 0. Le récepteur, il est défini par Z égale 0 ici. Je vais avoir la tension, donc en 0, qui est la tension aux bornes de mon récepteur. Je mets un index grand R. Ce sera quoi? VI exponentielle moins gamma fois 0, c'est-à-dire VI fois 1, plus VR fois exponentielle plus gamma fois 0. Vous remplacez tous les Z par des zéros et les exponentielles vont devenir 1. Au même titre que ZC fois le courant qui va circuler dans votre charge, c'est-à-dire ZC fois IR, ce sera VI moins VR. Et peut-être que vous me voyez venir, on avait deux quantités là, VI et VR, qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ce que c'est. Par contre, on voit que potentiellement, on va pouvoir les exprimer au travers d'autres quantités qui, elles, sont plus facilement mesurables, puisque c'est le courant et la tension qui sont mesurables au niveau de la charge. Donc j'ai un système de deux équations à deux inconnus. Et on se dit VI et VR qui sont dans les systèmes d'équations du début, je ne les aime pas, je vais essayer de les remplacer. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc si je fais, c'est un système, hein, donc je peux combiner les équations. Si je fais 1 plus 2, ce que je vais trouver, c'est quoi? C'est que VI est égal à VR plus ZCIR sur 2. Si je fais 1 moins 2, toujours combinaison linéaire de deux équations, j'ai trouvé que VR, ce sera V grand R plus ZCI grand R sur 2. Alors, vous vous méfierez, l'indice, excusez-moi, petit r, ça veut dire réfléchi. L'indice grand R, ça veut dire qu'on est au niveau du récepteur. Donc, dites-vous que souvent, ça va nous arranger d'avoir un truc avec un indice grand R, parce que c'est quelque chose qui est facilement accessible. On aime bien se mettre au niveau du récepteur, on peut y faire des mesures. Et bien maintenant, ce VI qui est là et ce VR qui est là, bah, rien ne m'empêche d'aller les réinjecter dans les deux équations du début. Alors ça va faire des équations un peu plus lourdes, pas plus compliquées, mais plus lourdes. C'est ce qu'on va montrer, mais ça va nous donner des indications importantes. Donc, on réinjecte VI et VR dans le système du départ et on obtient. Alors on va obtenir la chose suivante. Je réécris la première. Je remplace juste VI parce que ça vaut pour l'instant. Le VI qui va venir pondérer un exponentiel moins gamma Z. Et le VR que j'ai récupéré ici, un plus gamma R. On fait pareil pour le
IZ. Ce sera lourd à écrire, mais je vais l'écrire qu'une fois sous cette forme-là. Après, ce sera plus simple. Moins gamma Z. On fait attention au signe moins, qui est extrêmement important. Voilà, donc ce que je viens de réécrire là, c'est exactement la même chose qu'au-dessus. J'ai juste remplacé VI et VR, qui sont des quantités un peu absconses, par des choses que je connais, c'est-à-dire des choses que je peux mesurer au niveau de la charge. Et là maintenant, ces trucs-là, on va faire un peu de maths avec, on va essayer de les trifouiller un peu pour essayer de retrouver vos formules du cours. Donc, on va aller faire du tri. Si je fais du tri dans ma première équation, on s'aperçoit que je vais avoir un... Alors, il ne faut pas que je me trompe. VR exponentielle moins gamma Z plus VR exponentielle gamma Z sur 2. C'est ce terme. Alors, je vais essayer de faire les choses comme il faut quand même pour que vous puissiez suivre. C'est lui et lui que je récupère là et là. On continue. J'ai du ZCIR exponentielle moins gamma Z moins ZCIR exponentielle gamma Z, tout ça sur 2. De la même façon, là j'ai récupéré ce terme avec les sur 2 aussi. Je les retrouve ici. Je ne vais pas faire ce degré de détail pour la deuxième équation, ça ne sert à rien. Je pense que vous avez compris un peu le truc. Cette fois-ci, je vais avoir un VR exponentielle moins gamma Z moins VR exponentielle gamma Z sur 2, le signe moins qui change tout. Et je vais avoir un plus ZCIR exponentielle moins gamma Z plus ZCIR exponentielle gamma Z, tout ça sur 2. Alors pourquoi je me suis pris la tête à faire ça? Parce que maintenant, on peut observer que ça nous fait du VR cosinus hyperbolique de gamma Z pour le premier. Et un moins ZCIR sinus hyperbolique gamma Z pour le second. Alors le deuxième, il ne faut pas que je me trompe, oui, c'est bien un moins ZCIR sinus hyperbolique gamma Z. Je vais vous redonner les formules si vous voulez après pour les cosinus ou sinus hyperboliques, mais c'est assez simple. Je fais pareil pour le second. Pour le second, quand on fait de l'identification, on va trouver ZCIR, un cos H cette fois-ci ici, gamma Z, moins VR sinus H gamma Z. Donc tout ça pour vous dire que ce nouveau truc, qui a l'air nouveau d'ailleurs, qui a l'air plus compliqué encore que l'ancien, en fait, ce n'est pas un nouveau système d'équations. C'est rigoureusement le même qu'avant, sauf que j'ai remplacé les deux trucs auxquels je n'avais pas accès, c'est-à-dire VI et VR, qui sont des quantités assez inconnues en fait. On ne sait pas trop comment on pourrait avoir accès à ça, par des choses qui sont mesurables, c'est-à-dire V grand R et I grand R. Donc vous voyez que grâce à cette équation, je vais mettre en rouge cette fois-ci, il est possible de déterminer la tension n'importe où sur la ligne si j'ai accès à la tension et au courant qui circulent dans le récepteur. Ce qui est beaucoup plus intéressant que d'avoir accès à un VI et un VR. On ne sait pas ce que c'est ces trucs-là. Pareil pour les courants, on peut déterminer le courant qui va circuler, qui sera présent en n'importe quel point de la ligne, si je connais le courant dans le récepteur ainsi que la tension disponible dans le récepteur. Donc c'est le gros avantage d'avoir fait ce changement. C'est que maintenant, à partir du moment où il est possible de faire un certain nombre de mesures, on peut déterminer sans ambiguïté les tensions et les courants partout sur la ligne.
Donc, par extension, il devient possible de déterminer l'impédance locale, c'est-à-dire en tout point Z de la ligne. Et localement, j'ai le droit d'écrire la loi d'Ohm. Elle reste valable, elle reste véritable. La loi d'Ohm, c'est quoi? C'est U égale RI. Ben, en n'importe quel point de l'espace, si je connais le potentiel ou la tension par rapport à la masse, si vous préférez, et le courant qui circule au niveau de ce point-là, ben, je connais l'impédance de ce point. Donc U égale RI, ça veut dire que R est égal à U sur I. Ça, c'est facile, hein. J'ai les deux équations de U et de I qui sont juste au-dessus. Ben, il faut essayer de se débrouiller avec ça maintenant. Et je vais avoir un ZC fois. Vous allez voir que c'est pas compliqué maintenant, c'est de la manipulation mathématique, mais on n'apprend plus grand-chose physiquement parlant. La seule chose qu'il fallait bien comprendre, c'était les équations de propagation du début. Maintenant, c'est essentiellement du développement mathématique, hein. Normalement, il n'y a rien de bien nouveau maintenant. Alors, de mémoire, sur le numérateur, on va essayer de factoriser par le cosinus hyperbolique, de telle sorte à faire apparaître un VR moins ZC IR tangente hyperbolique gamma Z. On va aussi factoriser par cos H en dessous pour avoir un ZCIR moins VR tangente H de gamma Z. Désolé pour le développement, mais c'est simplement pour vous montrer que la formule compliquée du cours, elle vient bien des deux équations du début. Je récupère donc un ZC fois VR moins ZCIR tangente hyperbolique de gamma Z divisé par ZCIR moins VR tangente hyperbolique de gamma Z. Et on va diviser par IR en haut et en bas pour trouver ZR moins ZC tangente H sur ZC moins ZR tangente H. Pourquoi? Parce que j'ai fait apparaître ici le fait que la tension dans le récepteur, c'est l'impédance dans le récepteur fois le courant dans le récepteur. Et ça, c'est la formule de votre cours. C'est ce qu'on appelle la formule des impédances ramenées. Si je suis capable de mesurer l'impédance du récepteur, si je sais dans quelle structure de propagation mon signal s'est propagé, eh bien, je peux déterminer l'impédance n'importe où sur la ligne. Donc, je rabâche un peu, mais c'est pas grave, c'est au moins pour que vous compreniez. Si vous avez saisi que dans certains exercices, on est obligé de faire appel à des notions mathématiques de propagation, ça veut dire que vous savez qu'en tout point, il y a une superposition entre une onde incidente et une onde réfléchie. Et si vous savez écrire la tension résultante et le courant résultant comme étant la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie, le fait de faire un peu de mathématiques après nous permet de calculer la tension n'importe où sur la ligne, le courant n'importe où sur la ligne, c'est-à-dire l'impédance n'importe où sur cette ligne. Est-ce que c'est à peu près clair, au moins pour les développements mathématiques et la méthode? Oui, Ouais. mais moi je Oui. pense que l'impédance c'était toujours égal à ZC sur la ligne. Non, non, non. ZC, c'est une impédance, c'est ce que je disais tout à l'heure. ZC, c'est une impédance caractéristique, c'est-à-dire que c'est ce qui sera lié à la géométrie de votre structure coaxiale, c'est ce qui sera lié à la nature des matériaux qui la constituent, etc. Mais c'est un peu décorrélé quand même de ce que vous allez récupérer comme potentiel et comme courant au niveau de la ligne. C'est-à-dire que localement parlant, vous pouvez avoir des impédances qui ne seront pas ZC. ZC, c'est une caractéristique globale. Ok, d'accord. D'accord?
C'est comme moi, je vous donne un câble, je vous dis son ZC, c'est 50 ohms. Par contre, il peut y avoir des tensions et des courants un peu différents qui vont circuler dedans. C'est un petit peu comme si je vous donnais un matériau et je vous disais, voilà, ça, c'est son epsilon, c'est 2 ou c'est 3. Bah, rien ne vous empêche de faire transiter des ondes électromagnétiques qui vont avoir des maxima, des minima, etc., qui seront complètement indépendantes. Du coup, ça dépend. L'impédance qu'on aura au cours de la ligne dépendra de ce qu'on aura aussi après ce matériau. Exactement. Ok, Et d'accord, du merci. matériau. Et du matériau. Vous voyez, il y a aussi le ZC. Hein. ZC et ZR. Oui, il y a les deux. D'ailleurs, dans les TD suivants, ce sera probablement pas avec moi, vous verrez qu'il y a des effets aussi qui se rapprochent des effets de modulation. Et que le ZC, finalement, on peut aussi l'interpréter différemment en termes de maximum de tension, de minimum de courant, etc. C'est aussi une notion qui peut revenir derrière. Mais il ne faut pas confondre l'impédance locale et l'impédance caractéristique pour l'instant. Pour l'instant, on en est là. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire la question 1 et la question 2 de l'exercice numéro 1. Alors, la question 1, c'est calculer la tension. On l'appelle VE, elle est complexe a priori. Et le courant IE, complexe aussi, à l'entrée de la ligne. Alors dites-moi ce que vous allez faire. La méthode, c'est quoi? Je veux VE d'abord. Je veux calculer une tension sur un endroit de la ligne. Qu'est-ce que je vais chercher comme équation, comme quantité? Les zéros. Alors, pas tout à fait. Mais vous allez chercher quoi? Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que on va aller chercher cette équation-là? Oui. Oui? Super. On est d'accord là-dessus. Donc, on se sert de... Je sais que la tension à n'importe quel endroit de la ligne, c'est... Alors, il ne faut pas que je me trompe. VR cos H de gamma Z moins ZCIR sin H de gamma Z. Ça, c'est la formule du dessus, sous votre contrôle. Si vous pouvez vérifier que ce soit correct, je pense que oui. Ça a l'air homogène en tout cas. Je rappelle les conditions de l'exercice. On en est arrivé là en supposant quoi? En supposant que l'onde se propageait de la gauche vers la droite. La structure fait 10 mètres, ça c'est dans l'énoncé. Le récepteur est ici. Là j'ai ZR, dans lequel j'ai un courant IR et aux bornes duquel je peux mesurer une tension VR. Et ça, c'était mon 0 tout à l'heure, rappelez-vous. Donc si je veux calculer la tension qui est ici, qu'est-ce que je vais faire dans mon équation? Tout à l'heure, vous disiez, on prend Z égale 10. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ou pas? Parce que c'est pas ça. Hein. C'est presque ça. Il y en a forcément un qui a trouvé. Alors celui qui a trouvé me dit, on prend Z égale combien? Ah, moins 10. Voilà, merci. C'est moins 10. Oui, regardez le sens de votre axe. Si votre 0 est là-bas tout au bout, si vous voulez regarder ce qui se passe en amont, ce sera Z égale moins 10. Donc je recopie simplement cette équation-là. L'équation du dessus me disait qu'il est possible de déterminer la tension n'importe où sur la ligne, c'est-à-dire en moins 10, en Z égale moins 10, et que cette tension, ça sera égal à la tension qui est mesurable dans le récepteur, fois cos H de gamma Z, moins ZCIR, sin H de gamma Z. On connaît tout en fait là-dedans. Donc maintenant, ça devient un problème de calculatrice. Qu'est-ce qu'on a? On a IR. IR, il est donné et il vaut un truc un peu spécial, 0,341 exponentielle de moins J 45,166 degrés ampères. C'est l'énoncé. Votre signal se propage dans un câble dont l'impédance caractéristique vaut 500 ohms. Gamma, je sais que c'est alpha plus J bêta.
je sais que alpha c'est 0 et je sais que bêta c'est égal à 2,856. Ce sont des radians par mètre ici. Z, je vais le mettre en violet parce que c'est important de ne pas se planter. Moins 10. Pareil ici. Attention, moins 10. Mais du coup, gamma Z, il peut prendre que deux valeurs. C'est-à-dire là, il prendra même qu'une seule valeur, gamma Z. Pourquoi vous Oui, dites qu'il... si Z est en fonction de si Z est supérieur à 0 ou inférieur à 0, gamma Z, il prendra soit la valeur du premier matériau, soit la valeur du deuxième matériau, non? En fait, Z ne pourra jamais être supérieur à 0 si vous prenez cette convention. Ah, ok. Du coup, gamma Z, il est égal à combien? Ici, gamma Z. Mais il ne peut pas varier, du coup. Je ne saisis pas. Bah non, puisque là, on est en train de regarder ce qui se passe lorsque Z vaut moins 10. D'accord. Et pourquoi on ne peut pas mettre juste gamma s'il n'y a pas de dépendance en fonction de Z? Il y a une dépendance. Je n'arrive pas à saisir où j'ai pas été clair, où vous me dites qu'il n'y a pas de dépendance en fonction de Z. Ah, je sais pas, non. Et que je vois pas pourquoi il dépend de Z de gamma. Alors, gamma ne dépend pas de Z, c'est gamma fois Z. Ah, gamma fois Z. Ah oui, Ah oui, oui, comme c'est regardé depuis le début, c'est gamma dans ce système d'équations-là, ici, c'est gamma multiplié par Z. ah, d'accord, d'accord. Pardon. D'accord? Vous pensiez que c'était un indice? Ah oui, je crois que c'est un indice Z. Ah, bah, ouais, j'aurais dû préciser. C'est gamma fois Z depuis le début, oui. Ah, d'accord, pardon. Excusez-moi. Donc, comme ça, ce sera plus clair avec le petit point, je pense. Donc, on rentre tout ça dans la calculatrice. Il va nous manquer quelque chose. Il va nous manquer encore quelque chose d'important. On va faire du patchwork, du violet, ce sera beau. VR. VR, c'est pas dans l'énoncé. J'ai pas la tension borne du récepteur. Comment je peux la retrouver? Ben, Ouais, lancez-vous, allez-y. Ouais, avec un voltmètre, oui. Et en effet, oui, ça marche pas. Mais sur le papier, justement, comment on fait pour le retrouver? on a la formule de ZR et la formule de IR, du coup on Ouais, peut les dire. c'est ça. VR, la tension aux bandes du récepteur, c'est tout simplement le courant multiplié par l'impédance. Tout ça, c'est donné. Les deux quantités de droite sont données. Donc, on peut retrouver VR et du coup, là, on peut retrouver la tension 10 mètres en amont de votre charge. Donc, on met tout ça dans la calculatrice. Alors, je suis désolé, je ne vais pas vous laisser le temps de le faire parce que ce n'est pas des trucs qui m'intéressent beaucoup. Donc, 10 mètres avant le récepteur, c'est ce qu'on a appelé la tension d'entrée dans l'exercice. Et si on rentre tout ça, on va trouver, laissez-moi juste vérifier, donc je le retrouve assez rapidement. Oui, ici. Alors, je vous conseille, avant votre examen qui arrivera, je ne sais pas quand, de faire au moins une ou deux fois des calculs un peu lourds comme ça. On ne les fait pas en TD parce que pour moi, ça ne présente pas tellement d'intérêt de le faire en TD. Mais entraînez-vous à les faire parce qu'il y a parfois des petits trucs à savoir avec votre calculatrice, comment je passe de degrés en radians, des machins comme ça qui sont pas compliqués, mais il faut le savoir, quoi. Donc essayez de le faire une fois ou deux, pas forcément aujourd'hui, mais faites-le à un moment donné. Je fais Euh, comment pour calculer? Oui, excusez-moi, allez-y. j'ai une question. Comment on fait pour calculer quand on a des complexes, on multiplie des complexes avec des réels? Par exemple, à VR, on fait IR fois ZR, comment on fait? IR fois ZR là? Oui, par exemple. Alors si je veux calculer, vous avez raison de le demander. Imaginons que je vais calculer VR et je sais que c'est IR fois ZR. Alors, on vous a donné quoi là? On vous a donné ZR. ZR vaut combien? 2000 plus J1000 et IR vaut 341 exponentielle J 45 166 degrés fois 2000 plus J1000. Alors, ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est d'essayer de mettre ceci sous la forme
rho exponentielle jθ. Donc vous calculez le module et l'argument de ce complexe-là. Il faut qu'on le fasse ou pas? Non, c'est bon. Non. Donc vous calculez rho EIθ de celui-là, donc je ne sais pas combien ils vont valoir ici. Hein. Rho c'est avec. Je vais vous donner les calculs, je vous laisserai les faire. Du coup c'est racine de 2000 carré plus 1000 au carré, racine de a carré plus b carré. Θ c'est l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. 2000 sur 1000, donc ce sera l'arctangente de 0,5. Et ensuite, une fois que vous avez ρ et θ, vous dites que VR, c'est 0,0341 fois exponentielle moins j 45166, multiplié par ρ, multiplié par EIθ. Vous avez les modules qui vont se multiplier et les phases qui vont s'additionner ici. Et ça vous donne la valeur de VR à la fin. Le produit des deux modules doit faire 75,43 et la somme des deux phases doit donc faire 164,66 si j'ai bon. Ce sont des volts, pardon, j'ai oublié de le mettre là-bas. Ça va? Du point de vue de la méthode? Oui, merci beaucoup. Ouais. Monsieur, Oui, juste avant, juste après V2-10, quand vous avez donné le résultat, c'est epsilon Z que vous avez souligné. Juste là, juste en dessous de V de moins 10, la ligne juste en dessous. Vous avez écrit epsilon P, VR est égal à IR fois ZR. C'est epsilon P? je vois pas. Ah, là, exemple, là? Non, c'est un exemple. Ah, ok, c'est moi. Ce truc-là que je suis en train, c'était exemple, ouais. Ok, d'accord. Merci. C'est parce que votre collègue avait demandé comment on fait les calculs, du coup, j'ai donné l'exemple pour ce calcul-là. D'accord. Donc, on vient de calculer la tension. Elle vaut un truc bizarre. Elle vaut 75,43 volts avec une phase de 164 degrés. Donc, je vais la mettre. Ça, c'est un premier résultat. Volt. On vous demande de calculer le courant aussi à l'entrée de la ligne. Je fais comment? Bah, pareil, Oui. avec I2Z. Oui, tout à fait. On cherche aussi à calculer le courant. Donc le courant en entrée de ligne. Et on va aller chercher la formule qui nous dit que ZCIZ, c'était... Alors, faut que je me gourre. J'ai peur de me tromper, pas copier la bonne formule. Je ne sais plus où j'en étais tout à l'heure. Je crois que c'est celle-ci. Je suis un peu perdu dans mes docs, excusez-moi, il y en a plein partout. Alors c'est VRIR. Bon, je vais remonter, je vais aller la prendre, je ne vais pas me prendre la tête. Elle est ici. Vive la technologie. J'avais peur de ne pas l'écrire sous la bonne forme. Là, elle est sous la bonne forme. Voilà. Alors, faut que je la déplace par contre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure qui permet de calculer le courant partout sur la ligne. Donc, toujours en début de ligne, j'ai toujours Z est égal à moins 10. Ce que l'on aura, c'est que I de moins 10, ça sera le courant en entrée de ligne. Et ce sera IR cos H de gamma Z moins VR sur ZC sin H de gamma Z. Et comme pour tout à l'heure, on a l'ensemble des données. Dans la mesure où IR, il est dans l'énoncé, Z vaut moins 10 mètres. Gamma, c'est toujours alpha plus J bêta. VR, on sait que c'est ZR fois IR. Les lois d'Ohm sont vraies localement.
ZC est donné, il vaut 500, etc. On peut donc calculer maintenant, à condition d'être à l'aise avec sa calculatrice ou son logiciel, le courant en entrée de ligne, et ce courant vaut 0,0407, et moi j'ai exponentielle de J 207,48 degrés. Ce qui veut dire que l'impédance en entrée de ligne, la loi d'Ohm est vraie localement. Si je me place à une position, j'ai le droit de dire que l'impédance, c'est la tension divisée par le courant, à condition d'être à une position donnée. Et du coup, là, on recopie les deux. Ça fait 75,43 exponentielle J 164,66 divisé par 0,0407 exponentielle J 207,48 degrés. Tout ceci doit conduire à une impédance qui vaudra 1851 exponentielle de moins J 40,82. Alors je ne sais pas pourquoi on vous donne des trucs comme ça. On n'oublie pas les unités. Il y a des ampères sur le courant et il y a des ohms sur l'impédance. Pourquoi on vous a donné des quantités aussi bizarres? Mais voilà, le résultat doit donner ça. Alors, je me permets, je vais revenir tout de suite dessus après. Je regarde juste où on en était resté tout à l'heure. Ouais, je l'avais écrite. Donc, j'ai marqué un post-scriptum. On aurait pu retrouver ZE en utilisant la formule des impédances ramenées. C'est-à-dire, permettez-moi 30 secondes de refaire ma petite manip de tout à l'heure qui marchait bien. Pardon. Voilà. Donc là, le truc, c'est on a l'impédance de charge, on a les équations qui permettent de calculer la tension et le courant n'importe où sur la ligne lorsqu'on connaît ce qui se passe au niveau du récepteur. C'est ce qu'on a mis en application ici. On a calculé VE, on a calculé IE. On n'oublie pas que la loi d'Ohm reste vraie localement. Il y a de la propagation, mais si je me mets en un Z donné, j'ai le droit de dire que U égale RI. Donc c'est U de Z égale Z de Z fois I de Z. Donc j'ai la tension à l'entrée de la ligne et le courant à l'entrée de la ligne. Je peux donc calculer l'impédance à l'entrée de la ligne dans le rapport des deux. Il y avait une autre stratégie pour calculer cette impédance, c'était simplement d'aller chercher la formule un peu compliquée dans laquelle on vous dit qu'à partir du moment où on connaît ZR et ZC, eh bien, il est possible de calculer l'impédance partout sur la ligne, sans forcément faire le calcul d'abord du courant, puis de la tension et de faire le rapport des deux. C'était la formule qu'on avait redémontrée tout à l'heure. C'est un choix que vous faites. De toute façon, tout est complètement corrélé, tout est lié. En gros, on vient de faire la même chose, mais de deux façons différentes, en utilisant les mêmes équations du départ. Donc, il n'y a vraiment que ces deux équations qui sont à connaître. Et ensuite, connaître les stratégies pour pouvoir essayer de faire apparaître de nouvelles définitions et de nouvelles formules. On continue. Déterminer la puissance active transportée par la ligne. Bon, là, il faut oublier ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a que deux équations à savoir. Non, là, il y en a une. Il y a une nouvelle formule à savoir, celle-ci. Je ne peux pas la redémontrer puisque c'est une définition. Si je veux calculer la puissance active en n'importe quel point d'une ligne,
eh bien, elle sera définie comme étant 1/2 fois la partie réelle de V fois I. C'est peut-être une définition que vous avez déjà vue en électronique. I conjugué, hein. L'étoile là, c'est la conjugaison. Donc ça, c'est, je vais le marquer, hein. Celle-ci est à connaître. On va même s'en servir quand on verra, je ne sais pas si ce sera avec moi ou pas, mais les équations de Maxwell de celle-là. Donc, on vous demande de déterminer la puissance qui est transportée par la ligne. Est-ce que quelqu'un a une idée de la façon dont il a envie de procéder ou pas? Il y a quelque chose d'important dans l'énoncé qui permet de simplifier le problème, entre guillemets. Si vous voulez mesurer la puissance transportée par une ligne, si vous vous mettez au début de la ligne et si vous vous mettez à la fin de la ligne, est-ce que vous allez trouver la même puissance? Non. Non. Alors, logiquement, non, mais ici, on va trouver la même. Pourquoi est-ce qu'on va trouver la même puissance en début de ligne et en fin de ligne, dans le cas présent? Parce qu'on n'est que sur 10 mètres. Ça pourrait jouer, mais même sur le fait, il pourrait déjà y avoir un effet de perte, entre guillemets. Là, quel est le paramètre qui me permet de dire, voilà, pas de perte, oui. Où est-ce que je peux me placer pour mesurer cette puissance? Vous voyez que alpha vaut 0. Et si alpha vaut 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte sur la ligne. S'il n'y a pas de perte le long de la ligne, ça veut dire que je peux me mettre n'importe où et la calculer et je devrais trouver la même quantité. Donc maintenant, l'astuce, c'est de se dire, bon, si je peux me mettre n'importe où est-ce que je vais me mettre pour que ça m'arrange mathématiquement? Je viens de calculer VE et IE, autant me mettre au début de ligne en fait. J'ai pas compris votre question. Il n'y a pas de résistance réelle. Alors, il n'y a pas. Ah oui, d'accord, c'était. Ok. Je croyais que c'était une question, mais c'était la réponse à ma question. Oui, ok. Oui, alpha étant nul, effectivement, il n'y a pas de perte. Et c'est ce qui justifie le fait que je peux me mettre n'importe où pour calculer cette puissance. Donc, je vais l'écrire, ça, en remarque. Donc, dans l'exercice, on a alpha qui est égal à 0. Ce qui veut dire que la ligne est sans perte. Donc, on peut calculer P acte de Z. Je vais le mettre entre guillemets parce que c'est mal dit, mais n'importe où sur la ligne. En l'occurrence, on va calculer ici la puissance véhiculée par la ligne. Je ne mets plus 2Z parce qu'elle est indépendante de Z. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est VE fois IE conjugué parce que je viens de calculer VE et IE. Si vous aviez accès à un autre endroit de la ligne, vous auriez pu calculer la puissance à un autre endroit de la ligne. Donc, on remplace toutes les quantités par ce qu'elles valent. On fait attention à cette conjugaison-là. Je vais peut-être marquer le calcul pour une fois. Donc, la partie réelle de alors VE, c'était 75 43 fois exponentielle J 164 66 multiplié par 0,0407 exponentielle de moins J. Alors c'est la conjugaison, hein, j'ai remplacé J par moins J 207,48. Donc j'ai juste remplacé VE parce que ça vaut, IE parce que ça vaut. Je fais attention à bien faire le conjugué. Et tout calcul fait, on trouve 1,16 watts. Donc la ligne propage 1,16 watts de puissance de signal. Et on a terminé cet exercice-là.
Avez-vous des questions sur ce qu'on vient de faire? Est-ce que c'est à peu près clair? C'était parfaitement clair, monsieur. Tant mieux. Du coup, on va attaquer l'exercice 2. Et puis, on va lire ensemble l'énoncé. On a une ligne coaxiale. Alors, je vais refaire un petit dessin. On se propage de la gauche vers la droite. Je vais mettre toutes les formules sont des formules qui correspondent à un zéro mathématique qui sera au niveau du récepteur. Donc, mon zéro, il sera au niveau du récepteur. La ligne, elle a une impédance caractéristique de 50 ohms. Elle alimente une antenne. Mon zéro ici, ce sera une antenne. Alors, il est un peu mal placé, c'est pas très grave. Hop. Ici, j'ai Z égale 0. Alors, cette antenne, elle a une impédance, c'est mon récepteur, l'antenne, de 300 ohms. Donc, je fais propager un signal de la gauche vers la droite jusqu'à une antenne. Donc, l'antenne correspond au récepteur, c'est donc mon Z égale 0. Et l'impédance vaut 300 ohms. Le long de cette ligne, le long de cet instrument de propagation, j'ai des pertes à hauteur de 0,3 dB par mètre. Donc ça, c'est mon alpha. Et j'ai une longueur d'onde qui vaut 0,3125 mètres. Donc ça, ce sont les conditions de l'exercice. On va poser deux questions. Calculer le vrai alpha en unité, alors c'est pas vraiment une unité SI, mais une unité normalisée, et bêta. Et ensuite, on va vous demander de calculer un coefficient de réflexion et une impédance. Et alors, première question, calculer alpha en NP par mètre. Je crois que je l'ai déjà dit là à l'oral il y a 20 secondes, mais c'est quoi NP? Vous avez alpha égale 0,3 dB par mètre. On vous demande de le convertir en NP par mètre. Ouais, ce sont des népères. Est-ce que vous savez ce qui différencie un dB d'un népère? L'inverse? Non, c'est pas l'inverse. Non, parce que l'inverse entre guillemets d'un dB, ce serait, enfin, je sais pas pour vous ce que c'est l'inverse, inverse ou réciproque. C'est 1 sur dB, c'est ça pour vous? Oui. C'est pas le cas. Alors, pour vous expliquer ce que sont des népères, je crois que ce qui est pas mal, c'est de faire ça. 1000, si je le veux, ça c'est une quantité, c'est n'importe quoi. Ça peut être une tension, un courant, une puissance, on s'en moque. Si je le veux en dB, je fais quoi? C'est 20 log de la valeur. Ouais. Donc si vous faites 20 log de 1000, en gros, ça vous fera, ça fait combien ça? C'est 3, ça fait 60 dB. Ouais. Si vous le voulez en népère, c'est exactement pareil, sauf que vous prenez le logarithme népérien, et non pas le logarithme à base 10. OK? C'est la seule différence entre un népère et un dB, c'est plutôt que de faire le log à base 10, vous faites le log népérien, et c'est pour ça que ça s'appelle un népère. Et du coup, il y a une relation de linéarité entre les deux. Donc j'ai marqué on sait que, en réalité, moi tous les ans je dois le regarder parce que je ne m'en rappelle plus. Mais on sait que. Alors, où est-ce que j'avais marqué ça? Je le retrouve. Un népère, c'est 8,68 dB, c'est ce qui vient quand vous faites les opérations sur les logs. Donc, alpha qui est égal à 0,3 dB par mètre, c'est une règle de 3 à faire. Ça fait 0,0345 népères par mètre. C'est tout ce qu'il fallait savoir là. Ne retenez pas forcément cette table de conversion, parce que vous n'y arriverez pas. Moi, je m'en rappelle jamais. Je vous dis, tous les ans, je dois regarder. Il faut simplement comprendre pourquoi on le met en népère, on ne le laisse pas en dB. C'est juste que quand vous faites un calcul, regardez dans quoi ça intervient. Quand vous faites exponentielle de gamma, je vais l'effacer ce que je suis en train de faire là, je vous explique juste la raison d'être de ce népère là. Vous allez avoir exponentielle de
alpha Z fois, pardon. Allez, je vais reprendre ça. Alpha plus J bêta Z, parce que gamma, c'est alpha plus J bêta, c'est-à-dire exponentielle alpha Z exponentielle J bêta Z. Z, ce sont des mètres. Il faut que alpha ait une dimension qui soit acceptable, entre guillemets, par l'exponentielle. Et mettre un log dans une exponentielle, ça a moins de sens que de mettre un ln, parce que l'exponentielle et le ln sont deux fonctions qui sont réciproques. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le principe là. Donc c'est mieux d'aller mettre en coefficient de perte en Neper, parce que le Neper il est calculé avec un ln, et c'est plus sain de mettre un ln dans une exponentielle plutôt qu'un log. Ça n'aurait pas de sens de mettre un log dans une exponentielle. Donc c'est simplement du point de vue de l'homogénéité, ça, du point de vue des dimensions, qu'on a besoin de mettre des codes. Pour les calculs, on va le mettre en Neper. Dans la vie, on parle toujours en dB. C'est juste comme ça, il faut le savoir. Et bêta, donc bêta, là, c'est une définition de votre constante de phase, hein, c'est 2pi sur lambda. Lambda est donné ici directement. Donc on vous dit que c'est 31 cm. Ce qui me donne une constante de phase de 20,162. Là, je l'ai laissé en radians. Vous pouvez le mettre en degrés si vous voulez. Le problème de le laisser en degrés, c'est qu'après, pareil, quand on le mettra dans les calculs, il faudra le repasser en radians. Quand on calcule, par exemple, vous le verrez un petit peu après, quand on fait des bêta fois z, bêta doit être en radians et non pas en degrés. Enfin, en radians par mètre et non pas en degrés. Voilà, ce premier exercice, c'était juste manipuler un petit peu les chiffres, vous rappeler qu'un coefficient de perte, même si on en parle tout le temps en dB, mathématiquement, il faut le passer en Neper avant de le mettre dans l'exponentielle. Pareil, le bêta, on va l'exprimer presque tout le temps en radians par mètre, même si les phases, généralement, les phases des courants et des tensions, on les exprime plutôt en degrés. Donc là, c'est juste une question d'habitude et de savoir faire la conversion de l'un vers l'autre. Et j'explique maintenant comment on fait pour calculer les quantités de la question numéro 2. Donc, on cherche maintenant à calculer, alors à une distance de 1 mètre de l'antenne, alors on vous parle d'un coefficient de réflexion. Ça aurait été mieux de vous parler de l'impédance d'abord, mais ça revient au même. Et de l'impédance. Si je vous avais demandé d'abord de calculer l'impédance, vous auriez fait quoi? Donc l'énoncé, il est là juste en haut. On a une antenne, on sait que son impédance, c'est 300 ohms. On veut aller voir ce que vaut l'impédance, alors je vais le mettre en rouge, 1 mètre devant l'antenne, donc que vaut l'impédance ici? Vous auriez fait quoi? On va essayer de reprendre la formule de l'impédance ramenée. Ouais, tout à fait, on peut faire ça. C'est ce qu'on aurait fait si on vous avait demandé de calculer d'abord l'impédance. Et là, on vous demande de calculer d'abord le coefficient de réflexion, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc, je vous donne juste 2 ou 3 trucs et astuces pour commencer l'exercice, et je crois que vous le terminerez avec mon collègue la fois prochaine. Alors, la question, c'est le coefficient de réflexion. Qu'est-ce que c'est? C'est une quantité qui s'appelle gamma déjà. Une quantité qui, a priori, va dépendre comme la tension, comme le courant, comme les impédances, qui peut dépendre de Z. Vous auriez envie de dire que c'est quoi un coefficient de réflexion quand vous savez que la tension, c'est la superposition d'une tension incidente et d'une tension réfléchie, que le courant, c'est la superposition d'un courant incident et d'un courant réfléchi. Si vous voulez déterminer un coefficient de réflexion, vous auriez envie de faire quoi? Allez-y, lancez-vous. Faire la division entre la tension d'après et la tension d'avant. Oui, tout à fait. Donc, ça sera juste le ratio entre un coefficient de réflexion. Je vais le mettre entre guillemets, mais en gros, ce sera l'onde réfléchie
divisé par l'onde incidente. C'est-à-dire, si je travaille avec les ondes de tension, ça reviendrait au même avec les ondes de courant. L'onde réfléchie, on avait dit que c'était V petit r exponentielle plus gamma z, il ne faut pas que je me trompe, donc gamma fois z, hein, pas gamma dz, divisé par l'onde incidente, qui elle est en moins gamma z, et ça me fait une quantité qui ressemble à ça. Donc le coefficient de réflexion est une quantité qui est mesurable partout sur la ligne, qui est dépendante donc de z, mais elle dépend de deux paramètres que j'aime pas. Ces paramètres, c'est VR et VI. On l'a vu tout à l'heure, VR et VI sont des paramètres auxquels on a difficilement accès. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir accès au récepteur. C'est savoir si je peux exprimer les choses en fonction de ce qui est mesurable. On va regarder si ça revient même. Si on se place au niveau du récepteur, le récepteur, c'est là où on a accès, c'est là où on peut faire des mesures. On a. Le récepteur, il est situé en Z égale combien? Allez, c'est la fin. 0. 0. Merci. Donc, le gamma, si je le calcule en 0, c'est pareil que de dire que je calcule le gamma au niveau du récepteur. Pour l'instant, c'est juste de l'écriture. Gamma de 0, c'est pareil que gamma grand R. Regardez l'équation du dessus. Si je remplace Z par 0, il va me rester VR sur VI, exponentielle de gamma fois 0, c'est-à-dire VR sur VI. Donc cette quantité que j'aime pas là, VR sur VI, parce que j'aime pas VR et que j'aime pas VI, je sais pas trop ce que c'est. En fait, ce truc-là, c'est le coefficient de réflexion au niveau du récepteur. Donc, on peut réécrire. Que gamma de Z, du coup, c'est VR sur VI, mais VR sur VI, je viens de voir que c'est gamma R, exponentielle, de gamma Z. Vous allez dire, ouais, mais on est content, là, on vient juste de réécrire que VR sur VI, c'est gamma grand R, mais on n'a pas plus d'infos. Alors, soit on sait le mesurer, ce gamma grand R, et on est content, soit on a toujours accès uniquement à l'impédance, au courant et aux tensions. À ce moment-là, il faut peut-être essayer de trouver une astuce pour déterminer gamma R. Donc, on se rappelle que gamma R, c'est VR sur VI, je viens de le dire. Et en fait, rappelez-vous ce qu'on a fait en début d'exercice, le VR et le VI qu'on n'aimait pas, on avait utilisé un système de deux équations à deux inconnues pour essayer de les exprimer en fonction des quantités qui étaient disponibles au niveau du récepteur. On avait trouvé VR plus, c'est un moins ZCIR sur 2. Pour VR, on avait trouvé VR plus ZCIR sur 2 pour VI. Et je vais marquer voir début de TD. Tout ça, ça veut dire que mon VR sur VI, on dirait un T là, c'est un gamma. Ça sera égal à VR moins ZCIR sur VR plus ZCIR. Et si je divise par IR en haut et en bas, voilà ce que l'on trouve. Divisé par IR haut et bas. Donc ce que je viens de vous raconter là, c'est que on a les équations du début, onde incidente, onde réfléchie, on décide d'introduire une nouvelle quantité qui s'appelle le coefficient de réflexion, qui est donc le rapport entre l'onde réfléchie et l'onde incidente. On s'aperçoit que ce gamma là qu'on a introduit dépendant de Z et vaut VR sur VI exponentielle de gamma Z. VR sur VI sont des quantités auxquelles on n'a pas accès. Donc je n'aime pas garder ça dans mes équations, surtout s'il faut faire derrière des applications numériques. Donc je vais essayer de les virer, ces trucs-là. VR sur VI, c'est facile. VR et VI, on peut y avoir accès directement en mesurant la tension et le courant au niveau du récepteur, puisqu'on avait fait un petit travail de mathématiques au début avec un système de deux équations à deux inconnues. Donc je remplace VR et VI par ce que ça vaut.
Et je m'aperçois que VR sur VI, qui n'est ni plus ni moins que le coefficient de réflexion au niveau du récepteur, en fait, eh bien ce truc-là vaut ZR moins ZC sur ZR plus ZC. Donc si je connais l'impédance du récepteur, je suis capable de déterminer en gros le coefficient de réflexion, c'est-à-dire la quantité d'énergie que je vais perdre, un peu comme en optique. Si vous connaissez le epsilon 1, le epsilon 2, vous pouvez déterminer une espèce de coefficient de réflexion. Vous savez quelle quantité d'énergie va être réfléchie au niveau de votre rayon lumineux. Bah là, c'est pareil. Si vous connaissez votre ZR et votre ZC, vous êtes capable de déterminer quelle sera la quantité, la proportion d'onde qui sera réfléchie, parce que votre onde change de milieu. C'est à partir de là qu'il va falloir que vous fassiez les calculs. Donc ça, ce sera pour la fois prochaine. Je vous le mets à faire l'application numérique du 2A et 2B. Je vous ai expliqué la façon dont il fallait procéder. Donc la semaine prochaine, vous ferez ça. C'est bon? Oui, merci. De rien. Dans 15 jours, je pense qu'on alterne en fonction des groupes. Donc nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au plaisir de vous revoir. Vraiment, merci beaucoup. De se entendre au moins, oui.